pour traiter de la question posée ce matin, donc la question qu'on avait posée ce matin pour cette table ronde, c'est crise, obsolescence ou transformation de la démocratie environnementale. Et donc on a essayé d'organiser l'échange à partir de trois questionnements donc sur lesquels vont réagir nos invités. Et puis ensuite, on essaiera de garder un temps d'échange avec l'ensemble des participants. Donc on avait une première question, et je peux peut-être demander à Antoine Gatté de commencer à répondre sur cette question. C'était quels sont pour vous en France donc les institutions, les situations, les moments qui semblent représentatifs ou qui incarnent donc cette idée de démocratie environnementale et les effets de la mise en place d'actions au nom de la démocratie environnementale. Merci, bonjour à toutes et tous. C'est vrai que c'est bizarre parce qu'on parle dans un truc et on sent pas le son. Je suis très content d'être là. Je suis très content que le monde de la recherche soit ouvert et continue à être ouvert au terrain, à la réalité pratique et au faire. On travaille de plus avec le CNRS et l'ANR sur toutes ces questions-là et on est sur une vraie dynamique là d'intégration des acteurs comme ce qu'on est nous dans ces processus-là. Je voudrais d'abord dire que la démocratie environnementale, c'est pas une idée, mais c'est bien une notion juridique, et que nous, on l'a historiquement construite à France Nature Environnement depuis 50 ans au travers de l'évolution du droit de l'environnement. C'est une des briques importantes de toute la construction du droit de l'environnement. Depuis la reconnaissance de l'intérêt général attaché à la protection de l'environnement en 1976, et en passant par la reconnaissance du droit de l'homme à l'environnement, la démocratie participative est vraiment le premier instrument de mise en œuvre du devoir de participer à la protection de l'environnement qui est inscrit dans la charte et qui est le corollaire du droit de l'homme à l'environnement. C'est en particulier ce qu'on a travaillé, voilà, on s'entend, dans la Convention d'Aarhus aussi, puisqu'on est, je ne sais pas si vous le savez, mais la Convention d'Aarhus est une des rares conventions internationales qui fait en sorte que la société civile organisée soit partie à la Convention. Donc on est partie, on a une place dans les négociations. Et c'est effectivement l'article 2, le quatrième point de l'article 2 qui définit le public, dans la participation du public. Et je pense qu'on a tendance à oublier la deuxième partie de cet article, c'est pour ça que je vais le relire. Donc le terme public désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales. Et souvent on s'arrête là et on oublie que derrière il y a, et conformément à la législation ou la coutume du pays, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes. Et il y a un vrai sujet ici, en ce moment, sur le fait de résumer la démocratie participative à la participation citoyenne, c'est-à-dire à la participation individuelle, en oubliant tout le pan de la participation collective et de la participation organisée, en particulier par les associations. Pour nous, à France Nature Environnement, le premier lieu de l'expression démocratique, c'est le fait associatif. Et on est en lutte beaucoup en ce moment pour les libertés associatives et le droit associatif et la reconnaissance de la liberté associative. France Nature Environnement, c'est 6200 associations partout en France et en métropole, avec donc ces 950 000 personnes qui sont engagées et qui militent dans nos associations, à la fois d'un point de vue territorial, de la petite association contre les mines dans l'Allier en ce moment, jusqu'à des associations en Guyane, mais à la fois au niveau national, puisqu'on fédère aussi des associations qui vont de Greenpeace à la Société française pour le droit de l'environnement, qui est l'association qui regroupe les chercheurs en droit de l'environnement, en passant par le Club alpin français ou la Fédération des randonneurs. Je vais répondre à la question, parce que là, je n'ai pas encore commencé, en reprenant les trois volets de la démocratie environnementale. Et je crois qu'on fait une erreur monumentale souvent en parlant de démocratie environnementale, en s'arrêtant sur les processus de participation à la décision publique, alors que dans la démocratie environnementale, on a bien trois volets, le volet information, le volet participation et le volet accès à la justice. Sur l'information, le fait de participer à des publications, le fait de créer de l'information environnementale, nos associations créent de l'information environnementale, puisque l'ensemble des inventaires naturalistes sur la connaissance de l'état de l'environnement sont largement faits par les associations d'écologues qui sont dans notre mouvement. On anime des espaces locaux de débat dans lesquels on peut exprimer des désaccords avec les choix politiques. Donc on permet cette expression au travers de manifestations, au travers de débats publics. Sur le volet participation du public, c'est bien la participation du public à la décision publique. Donc là, je ne vais pas vous les citer parce que nous, on est engagés dans 200 commissions nationales sur le territoire, si on compte l'outre-mer, parce qu'on est sur 10 thématiques, 12 même, qui sont l'ensemble des thématiques environnementales. Ça va des questions naturalistes aux questions de déchets, en passant par les transports, en passant par l'énergie et autres. Donc on a ici
tout un tas d'éléments qu'on appelle institutionnels, c'est-à-dire qui sont encadrés par le droit, avec des obligations de nous entendre et de nous écouter, avec des mécanismes de redevabilité derrière. Mais il y a aussi beaucoup d'expériences locales très intéressantes, des forums locaux, des choses qui ne sont pas encadrées, mais qui sont organisées par la société civile. Je pense par exemple sur mon territoire au syndicat de la montagne Limousine, qui est une expérience super, dans lequel des habitants, des associations se sont réunis et ont formé un syndicat environnemental avec des lieux d'échange et de débat. Cette diversité, elle a toujours existé d'ailleurs. Et je voudrais attirer l'attention sur les dangers qu'on a de certaines formes de processus de participation qu'on trouve actuellement, sur lesquels on est très critique. On a été très critique sur le grand débat organisé par Emmanuel Macron, sur lequel justement la CNDP avait alerté sur un certain nombre de critères de réussite qui n'étaient pas remplis. On a alerté aussi sur la Convention citoyenne pour le climat, qui pareil, dans son cadrage, ne respectait pas un certain nombre d'éléments de base de l'organisation d'une convention, qui fait que l'échec était presque annoncé pour le coup. Alors, il n'y a pas d'échec dans la production d'idées intéressantes, mais il y a un échec dans la mise en œuvre et son appropriation par l'autorité publique. Et le CNR aussi, Conseil national de la refondation, quelque chose qu'on a quitté, nous. Moi, j'en ai fait 2. Alors, si c'est pour serrer la paluche au président et puis avoir chacun la parole 5 minutes pour qu'à la fin, le président retienne ce qu'il a envie de retenir sans redevabilité derrière, on a dit que ce n'était pas ça, les processus démocratiques pour nous. Et il y a une forme assez dangereuse en ce moment de récupération, de création de processus démocratiques non institutionnalisés, justement. Et le fait de... Moi, c'est pas un gros mot, l'institutionnalisation des processus, hein, parce qu'en tant que juriste, quand on institutionnalise un processus, on en prévoit les contours, on en prévoit les règles, on en prévoit la redevabilité. Tout processus non institutionnalisé, en tout cas au niveau national, je m'en méfie un peu, surtout quand les élus sont très... Enfin, certains élus sont très mobilisés dedans. Et le troisième élément, c'est l'accès à la justice. C'est un élément fondamental de la démocratie environnementale, parce que c'est le garant de l'état de droit et c'est le garant de la mise en œuvre correcte des responsabilités de chacun. Et on a tendance, on était avec Pierre Rosanvallon hier au Conseil économique, social et environnemental, qui nous a rappelé que la défense de l'intérêt général et les missions d'intérêt général ne sont pas l'apanage de l'État et ne sont pas l'apanage de la démocratie représentative. Les associations en particulier, notamment celles comme FNE reconnues d'utilité publique ou les associations reconnues d'intérêt général, portent aussi la défense de l'intérêt général, la construction d'intérêt, la construction de débats collectifs. À FNE, on gère 300 dossiers par an, de QPC au Conseil constitutionnel en passant par des dossiers au Conseil d'État et autres. On a plus d'1 millier de dossiers pour l'ensemble du mouvement partout sur le territoire. Donc la justice environnementale ne se résume pas à l'affaire du siècle, qui s'est autodéterminée comme ça. On était membre de l'affaire du siècle, donc je suis d'autant plus libre pour parler de cette affaire-là, qui est d'ailleurs l'affaire qui n'a pas produit le plus de choses très concrètes et intéressantes, si ce n'est en tout cas du débat public. C'était intéressant pour ça. On met en place, c'est déjà pas mal, oui, on met en place des stratégies contentieuses, donc on gère nos contentieux en termes démocratiques dans le cadre de stratégies collectives. Voilà, donc tous ces instruments ont des limites, on verra dans la question 2, qu'on critique et sur lesquels on est très, 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 très conscient. Et voilà, donc pour répondre à la question de façon simple, on a un ensemble de panels et d'outils qu'on mobilise sur l'information, la participation et l'accès à la justice. Merci. Et donc on peut demander à Hilaria, du point de vue de son point de vue et du point de vue de la CNDP. Merci, bonjour à toutes et tous et merci de l'invitation. Je retrouve toujours avec plaisir le GIS et les anciens collègues et collègues. Alors, quelle est pour moi et pour la CNDP en France les institutions qui incarnent le mieux la démocratie environnementale? Je vais mélanger volontairement la notion de démocratie environnementale et démocratie écologique dans ma réponse. Je sais que ça renvoie à des choses différentes, mais je pense que justement, pertinemment, cette distinction est éclatée aujourd'hui et j'essaierai de montrer pourquoi j'affirme cela. Je pense que, bien évidemment, quand on parle de démocratie environnementale en France, on pense à la charte de l'environnement, on pense au Conseil national de la transition écologique, on pense à la Commission nationale du débat public, qui est l'autorité indépendante garante de 2 des piliers d'Aarhus, le droit à l'information et le droit à la participation. Elle n'est pas garante de 3e pilier d'Aarhus. Dommage, parce que ça aurait changé peut-être un peu les choses, c'est-à-dire si elle pouvait aussi agir en justice ou avoir un pouvoir coercitif ou d'investigation ou d'autres choses. Et puis on pense bien évidemment à l'enquête publique, c'est-à-dire qu'on pense à toute la chaîne administrative de procédures participatives qui entoure un projet, de l'amont jusqu'à l'aval tel qu'il est conçu dans le Code de l'environnement. Donc on pense à des procédures incarnées parfois par des institutions. La CNDP est ancrée dans le système de la démocratie environnementale
Elle existe depuis plus de 25 ans. Elle a affirmé sa vision de la démocratie environnementale, les principes qu'en son sens la font vivre, donc l'indépendance et la neutralité qui touchent à l'institution, mais qu'on pense que c'est quand même des principes qui ont un impact sur la qualité de la participation, le principe de transparence, d'argumentation, d'inclusion et d'équivalence. Ce sont les principes qu'au fur et à mesure que les années passées, la CNDP a appliqués à cette démocratie environnementale. Elle a réalisé plus de 110 débats publics, plus de 600 concertations partout en France. On gère tous les dossiers qui touchent à l'éolien offshore, au nucléaire. À l'époque, tout ce qui était réseau de trains à grande vitesse, mais aujourd'hui, voilà, les politiques d'aménagement de territoire ont changé. On est plutôt concentré, le gouvernement est plutôt concentré sur un processus de réindustrialisation tournée verte, on va dire. Donc, on a plein de projets liés à la réindustrialisation, d'hydrogène, de biocarburants, etc. Donc, voilà les dossiers qui ont vraiment un impact sur l'environnement qu'on gère à la CNDP. La CNDP a connu une évolution et aussi une régression. Son champ d'intervention a évolué, avait déjà évolué au fil du temps. Jean-Michel pourra en reconstruire les étapes, mais je pense surtout à 2016, le choc de Sivens, et souvent dans les questions de participation et de démocratie environnementale, un clash qui se produit au sein de la société, produit une mise en agenda politique du dialogue environnemental. C'est pertinemment ce qui s'est passé avec Sivens. Un clash qui produit une mise en agenda qui n'était pas prévue, qui élargit le champ de compétences de la CNDP. Depuis 2016, la CNDP peut faire et doit faire, elle doit être saisie de manière obligatoire de plein programme de certaines politiques publiques. C'est-à-dire, on a établi le principe de la participation très en amont sur les politiques publiques. Donc, on a beaucoup évolué. On a aussi involué, un peu régressé suite à certaines dispositions récentes. Mais, et je vais bientôt terminer parce que je sais qu'on a 5 minutes chacun pour pouvoir aborder les 3 questions. Mais aujourd'hui, malgré ça, je pense qu'il y a d'autres acteurs et d'autres frames, d'autres cadres, d'autres espaces, d'autres moments qui incarnent et représentent la démocratie environnementale en France. Et il s'agit de l'ensemble des mouvements, des engagements, des initiatives qui prônent une autre approche à la question environnementale et écologique. Et je pense aux mouvements qui réclament la reconnaissance des droits de la nature, aux initiatives de gestion partagée, mais aussi à tout un tas de débats qui sont présents dans la sphère publique relatifs à la prise en compte des générations futures ou aussi du temps long, on va dire, dans la décision. Et cette deuxième dimension-là de la démocratie environnementale française, aujourd'hui, me paraît beaucoup plus intéressante des procédures institutionnalisées. En tant qu'actrice qui, pour 8 ans, a travaillé dans une instance de procédure de démocratie environnementale, je considère que les choses plus intéressantes se passent aussi ailleurs aujourd'hui. Et pourquoi ? Parce que cette deuxième dimension, qui est moins institutionnelle, fait depuis quelques années que la démocratie environnementale sort du cadre institutionnel et procédural et rentre dans une trame collective d'interaction discursive et politique. Et ça, c'est très important, parce que cette trame collective d'interaction discursive est en train, à mon sens, de structurer la démocratie environnementale comme cause politique, au sens qu'elle est en train de commencer à créer un système idéologique, et que ce système idéologique, il est nouveau par rapport à d'autres systèmes idéologiques qui prenaient justice sociale, progrès pour certains. On pourra en parler tout à l'heure. Donc, contrairement à ce qui se passe en Italie, où l'approche à l'environnement est purement gestionnaire, donc il n'y a pas du tout le même ferment, dynamisme, cette trame discursive que je constate en France dans la sphère publique. Tu as cité tout à l'heure Affaire du siècle, mais pas que. Donc ça circule dans un système plus large. Donc en France, cette circulation dans ce système plus large, network informel, médias, organisations, ONG d'advocacy, les fameux Everyday Talks du Maastricht qui sortent de la sphère privée pour aller toucher des sujets plus liés au bien commun, et bien contribuer à conférer à cette démocratie environnementale, on va dire, un statut que je qualifie de cause politique, et je pourrais les développer après si vous voulez. Merci Jean-Michel.
En 5 minutes, non. Oui, oui. Donc, moi, je vais tout à fait aller dans la suite de ça, même si cette idée de cause politique, moi, je l'analyserai plutôt comme justement un passage de l'idée de démocratie environnementale à démocratie écologique, mais on pourra en reparler. Pour situer mon propos au départ, je pense que c'est important de resituer 3 temps de l'institutionnalisation de la participation dans le cadre de la démocratie environnementale. Donc je suis d'accord avec Antoine Gatté sur le fait que la démocratie environnementale ne se résume pas là au droit de la participation, mais c'est quand même ce droit-là qui a structuré assez fortement les choses. Alors le premier temps, il remonte disons, à Stockholm, mais au Congrès mondial de la nature en 82, et puis après à la Convention d'Aarhus, etc., qui ont été cités, et qui effectivement insistent sur l'idée de la nécessité de la participation de toute personne à la protection de l'environnement, de son environnement. Et donc tous ces textes, tout ce processus international qu'on peut considérer comme un peu sectoriel environnemental, mais fait de la participation l'instrument de la protection de l'environnement. Donc ça, c'est un premier mouvement. Et en France, il y a un autre mouvement qui se développe, qui est moins sectoriel environnemental, qui est plus autour des questions d'aménagement du territoire, des conflits territoriaux, des mobilisations territoriales, et qui pose au tournant des années 1980-1990 la question de la légitimité des décisions publiques et des modes de construction de l'intérêt général. Donc il met au centre des conflits la question de l'intérêt général. Ça a été notamment le conflit exemplaire là-dedans, c'est le conflit du TGV Méditerranée, d'où sort la circulaire Bianco et finalement le débat public. C'est dans ce conflit que s'invente le débat public comme le fait de mettre autour de la table, sur un pied d'égalité, l'ensemble des protagonistes pour discuter de l'intérêt général qui s'attache au projet. Et donc, il y a, dans cette période-là, du début des années 90, il y a une conjoncture très favorable parce qu'il y a ces conflits-là et qui mettent ces questions-là et une réception de ces conflits très favorable du côté de l'administration qui, au lieu de réfléchir uniquement en termes de comment on communique avec les opposants, qui est une tendance assez naturelle, qui était d'ailleurs celle des ministres, l'administration se dit non, il faut réfléchir sur comment se construit la légitimité des projets. Et donc il y a tout un travail interne à l'administration, notamment de l'équipement, mais aussi du côté de l'environnement, sur cette idée de il faut construire la légitimité. Et la légitimité, elle se construit en rassemblant autour de la table tout un tas de compétences très variées, parce que l'État, justement, n'est pas le premier et le seul détenteur de l'intérêt général. L'intérêt général est une décision qui se prend après que tout le monde ait pu s'exprimer. Ça, c'est à peu près mot pour mot ce qu'exprime Serge Valmont, qui était ancien directeur du personnel du ministère de l'Équipement, qui est un grand haut fonctionnaire. Dans l'introduction du premier bouquin qu'on a fait sur le débat public en 2002, il pose cette question. Donc, c'est autour de la question de l'intérêt général que se structure l'idée de la participation. Et donc, la participation n'est pas simplement l'instrument, comme ça structure en France, n'est pas simplement l'instrument de la protection de l'environnement, c'est d'abord l'instrument de la participation des citoyens à la construction de l'intérêt général. Et c'est ça l'ADN de la CNDP d'une certaine manière, puisque c'est dans ce mouvement que se crée la CNDP. Le deuxième temps, c'est celui qui, disons, entre Grenelle de l'environnement et la modernisation, le dialogue sur la modernisation du dialogue environnemental après Sivens, que je considère comme être un tournant à la fois qui relance fortement la participation, mais qui en même temps structure un clivage nouveau qui se dit explicitement dans l'exposé des motifs de la loi du Grand Paris en 1989. Christian Blanc dit, qui est alors ministre des Transports, dit « il faut que la concertation revienne au service des projets ». Donc à l'idée de construction de l'intérêt général s'oppose, et ce qui va structurer largement l'action de l'administration depuis, l'idée que la concertation doit être au service des projets. Donc il faut réinscrire les procédures. Et d'ailleurs, beaucoup des rapports de l'administration depuis sont des procédures qui portent sur les processus d'autorisation
construction des projets et non plus sur la participation. Il faut simplifier les processus d'autorisation des projets. Et donc la concertation n'a plus d'intérêt général propre. Le texte important qui est la loi de démocratie de proximité de 2002 inscrivait bien le premier mouvement que je disais, puisque le rapport de Pierre Cohen, qui était le député qui présentait le rapport devant la commission de l'aménagement du territoire de l'Assemblée, dit qu'il faut distinguer l'intérêt général de la participation de l'intérêt général qui s'attache au projet. Et donc il y a une reconnaissance de l'intérêt général propre de la participation qui est remise en cause dans ce tournant des années 2010. Et le dernier moment important aujourd'hui, alors je vais très vite. Alors dans ce tournant des années 2010, ce qui est important aussi, c'est justement les transformations de l'action associative. Il y a à partir de 2010 les mouvements contre les grands projets inutiles et imposés, et on voit devant la commission Richard de modernisation du dialogue environnemental arriver la plateforme des mouvements anti-GP2I, qui, en gros, ce qu'ils réclament, c'est ce qui est déjà dans la loi, mais donc qui prouve que ça n'a pas passé la réalité de la pratique de décision des projets. Et donc, ce mouvement-là, et puis la question climatique qui devient une question très structurante et qui modifie l'action, et qui, pour beaucoup d'associations, veut dire que la participation à l'élaboration des décisions, ce n'est pas ça la bonne voie. Ce qu'il faut, c'est directement prendre en charge un certain nombre, à travers des expérimentations, des coopératives d'énergie, etc. On voit monter disons, ce qu'on a appelé les expérimentations démocratiques. Et le conflit vraiment emblématique de cette période, c'est le conflit de Notre-Dame-des-Landes, parce qu'il y a la conjonction de ces trois mouvements. Conflit phare des mouvements anti-grands projets inutiles et imposés, mais en même temps terrain de début d'expérimentation démocratique. Voilà. Et la dernière période, et j'arrête là, c'est aujourd'hui où, alors je vais le restreindre à la CNDP, mais la modernisation du dialogue environnemental a produit un article extraordinaire dans le Code de l'environnement, qui est l'article L120-1. Donc un chapeau à tous les articles qui portent sur la participation et qui comporte deux alinéas principaux. Le premier qui dit la participation est mise en œuvre pour améliorer la légitimité des décisions, obtenir un environnement plus sain, qui reprend aussi des choses qu'il y a dans la charte de l'environnement. Mais elle dit à quoi sert la participation. Et puis après, le deuxième, c'est de dire, et ça ouvre les droits au public d'avoir accès à l'information. Tout ça. Donc ça structure ça. Or, notamment pour les institutions de la participation, en particulier pour la CNDP, cet article, qui est extrêmement peu mobilisé, ouvre un dilemme très fort. C'est que autant la CNDP, c'est garantir les droits que ça ouvre, les droits de participation que ça ouvre au public, c'est-à-dire l'accès à l'information, les délais suffisants, etc. C'est ça, ces procédures. Autant elle ne peut rien dire, parce qu'elle doit être neutre sur les projets, elle ne peut rien dire sur est-ce que ça garantit ce pourquoi on met en œuvre la participation. Donc est-ce que ça produit vraiment une meilleure protection de l'environnement, la participation ou non. Et donc cette question-là est rouverte et donc prise notamment par... dans d'autres voies que les procédures de participation, par des procédures d'expérimentation ou tout un tas de gens qui s'impliquent dans la gestion de leur environnement et non plus dans la participation. Donc le champ de la participation bouge de ce fait-là, du fait de l'urgence, disons, environnementale qui devient plus importante et qui oblige de répondre à cette question, est-ce qu'on participe vraiment, est-ce que la participation permet vraiment de mieux protéger l'environnement? Je rappelle que le programme Concertation Décision Environnement, programme de recherche, avait conclu par un bouquin qui disait non, que justement la concertation n'avait pas permis d'améliorer la protection de l'environnement. Donc ce qui a été mis au cœur du processus d'institutionnalisation internationale de la participation comme instrument de la protection de l'environnement n'a pas fonctionné, et ce qui fait que ça rouvre. Et les questions de la démocratie écologique, pour moi, se jouent dans ce nœud-là de réouverture de cette question. Merci Jean-Michel. Oui, absolument.
Un mot. Oui, je suis d'accord, sauf que tu oublies aussi une chose, il n'y a pas que le L120, il y a aussi toute la partie réglementaire qui nous aide énormément à protéger l'environnement, même si ce n'est pas la mission de la Commission nationale de débat public, il ne faut pas vendre de la fumée. C'est une commission qui met en place une procédure qui rend plus démocratique le système décisionnel, qui touche à l'environnement, mais qui ne protège pas l'environnement. Cependant, toujours en 2016. Et pour moi, c'est beaucoup plus intéressant de passage que tu indiques, Jean-Michel. On a aussi introduit des procédures, par exemple, qui permettent à la CNDP de diligenter des expertises alternatives ou complémentaires. Qu'est-ce que ça signifie? Que nous payons des expertises alternatives ou complémentaires sur les données de trafic, le niveau de cyanurisation de la mine d'or en Guyane, etc., qui permettent d'éclairer autrement le public parce que les données de maître d'ouvrage ne sont pas correctes ou alors ne sont pas claires ou alors on n'a pas confiance. Et en ce faisant, oui, c'est une forme de protection de l'environnement parce qu'on dispose de plus d'informations et si on fait le lien entre le nombre d'expertises complémentaires et alternatives diligentées par la CNDP et les cas où on a utilisé cette expertise, quand il y a eu ces expertises, après les projets étaient modifiés de manière substantielle, voire abandonnés, signifie que ça a eu un impact. Donc, je suis d'accord, bien évidemment, avec toi. Nous ne sommes pas une institution de protection de l'environnement, mais en 2016, il y a aussi cette petite avancée. Ça peut sembler une petite règle de procédure, mais qui nous sert beaucoup à mieux protéger l'environnement à travers une garantie plus poussée de droit à l'information. Merci. Donc, alors, là, on est sur le moyen terme, en quelque sorte, de la mise en place du cadre, de ce qu'on peut appeler néanmoins l'institutionnalisation de la démocratie environnementale. Mais il y a une autre question qui nous brûle les lèvres, c'est le contexte plus récent. Donc, c'est-à-dire donc une question qu'on avait formulée sur entre mise en scène du renoncement à l'ambition réglementaire, conflictualisation des mobilisations, fragilisation des associations environnementales. Comment décrire ce moment? Voilà. On peut commencer par Antoine. C'est un moment qui n'est pas drôle. Hein. Enfin, c'est un moment qui est. On vit une époque très difficile. Enfin, on vit un moment qui est très très compliqué et très difficile parce qu'on a une forme de raidissement politique assez important. Moi, je ne partage pas complètement le phasage un peu trop phasé comme ça. L'écologie a toujours été politique et nos combats environnementaux associatifs ont toujours été éminemment politiques et très politiques. Enfin, on n'a pas été dans la participation gentille et puis après on est passé à un raidissement politique parce qu'il y avait l'urgence. Hein. Quand on avait les combats de Plogoff, les combats du Larzac, les combats de Fessenheim, on était déjà sur des choix politiques, sur l'utilisation de l'arme atomique, sur l'utilisation de l'atome, qui étaient déjà des combats éminemment politiques et très politiques, à une époque en plus où on n'avait pas la légitimité de donner notre avis sur le choix politique qui était un monopole d'État. Donc moi, j'ai plutôt tendance à considérer que les procédures et l'institutionnalisation nous a permis d'avoir plus de place, au contraire, pour pouvoir exprimer et rentrer dans la décision politique, qui n'est pas une décision politique partisane, mais qui est une décision politique au sens noble du terme, c'est-à-dire la politique globale, les choix publics, les choix collectifs. Et aujourd'hui, je pense que la nouveauté, c'est plutôt le fait que ça glisse un peu sur la question des communs, et pas du bien commun, mais des communs, c'est-à-dire de la gestion collective des communs. Et sur la mine du lithium, c'est comme ça qu'on en train de pousser l'orientation du débat public en cours dans l'Allier. On a, alors c'est dit, hein, c'est très bien dit dans le papier, on a une crise de la démocratie. Nous on considère que ça fait 15 ans, plus de 15 ans qu'on doit repenser la Constitution et les bases du fonctionnement républicain, et que le retard dans cette remise en question de la Constitution de 58 fait qu'aujourd'hui on a un raidissement important du politique, des décideurs publics qui se font dépasser par ces procédures-là. Et la réaction face à ce dépassement, c'est de fermer les portes. Donc nous, les associations, on est un peu en première ligne là-dedans. On a une criminalisation de l'engagement. Le terme écoterrorisme qui est scandaleux. Hein. Enfin, moi, j'ai fait dire à Gabriel Attal qu'il ne validait pas le terme et qu'il ne reprenait pas ce terme et que ce n'était pas un terme du gouvernement sur l'écoterrorisme. On en a reparlé la semaine dernière avec Prisca Thévenot, la ministre en charge des questions démocratiques, justement, qui a aussi redit qu'effectivement, ce n'était pas un terme, n'empêche que le mal est fait et que c'est trop tard et que ça continue à percoler. La défiance envers les associations dans le cadre du contrat d'engagement républicain, dans le cadre de procédures comme Déméter. Pour information, hier, au Conseil économique, social et environnemental, on a passé un avis sur le financement des associations. La salle était pleine et il y avait plein d'associations qui étaient présentes.
parmi les préconisations votées à l'unanimité du CESE, c'est-à-dire l'ensemble, il y a aussi le patronat et tout ça dedans, est inscrit l'abrogation du contrat d'engagement républicain. Et quand les rapporteurs de l'avis ont posé ça sur la table, l'ensemble de l'hémicycle et de la salle s'est levé et applaudi, quoi. Enfin, donc il y a un sujet hyper important sur ce. C'est une défiance envers le monde associatif. Donc arrêtez avec cette défiance. On a une remise en cause importante de la légitimité de l'accès à la justice. Enfin, on subit de plus en plus par les lois de simplification, depuis la loi ASAP, les lois de simplification, la loi agricole en ce moment, une autre loi de simplification, le deuxième volet qui nous arrive derrière, des restrictions de l'accès à la justice, des restrictions des délais de recours. Pour les ICPE, on est passé de 4 ans on va arriver à 2 mois. Des irrecevabilités pour des associations qui ne seraient pas constituées tel délai avant le début de la procédure, enfin des choses qui sont inadmissibles du point de vue des principes même de la Convention d'Aarhus et de l'essence même de la démocratie environnementale. On a aussi un non-respect de l'état de droit et un deux poids deux mesures qui est insupportable pour nous. Enfin, je donne l'exemple de la retenue de Caussade. La retenue de Caussade, c'est quand même une retenue construite illégalement par des agriculteurs, par la coordination rurale, mais construite illégalement. Nous, on a gagné tous les procès, on en est à 5. On est en train d'être en action en responsabilité de l'État. La retenue existe toujours. Il y a un arrêté de remise en état avec des astreintes, une consignation d'1 million qui n'a jamais été exécuté et qui n'est toujours pas exécuté. Et parallèlement à ça, on envoie 3000 gendarmes pour réprimer une manifestation à Sainte-Soline. Donc le deux poids deux mesures, il est difficile. Au niveau des financements des associations, qui est un peu le nerf de la guerre aussi, puisque nous enfin, je le redis parce que ça a tendance à passer au travers des mailles du filet, pour nous, le fait associatif est important. Le premier lieu de l'organisation collective, c'est le fait associatif. Et c'est la liberté d'association et le fait de pouvoir le faire collectivement. Et ça serait quand même... Voilà, moi j'en parle régulièrement avec des collectifs un peu informels en leur disant... Très souvent, ces collectifs informels, ils se transforment d'ailleurs en associations au bout d'un moment parce que c'est aussi le moyen pour pouvoir construire une action un peu dans le temps. En 20 ans, on a un recul de 40% de financement public des associations. C'est les chiffres officiels, 40%. Aujourd'hui, nous, on est financé à hauteur de 30% par des fonds publics. Et c'est tout, c'est le ministère, c'est aussi l'OFB, l'établissement public et autres. Donc on n'est pas des associations institutionnalisées au sens du fait qu'on est sous perfusion de financement public. Dans les modes de financement des associations, on lutte aussi contre le fait qu'on a transformé les financements en financement par projet. C'est-à-dire que le pouvoir public ne finance pas les associations pour ce qu'elles font. Elle a fait un appel à projet auquel tout le monde peut répondre, aussi les associations, mais aussi des partenaires publics, des partenaires de l'ESS et autres. Et on est là pour mettre en œuvre des décisions d'État et pas pour construire ou co-construire ces décisions-là. Et alors, plus fondamentalement, on a, et c'est là où je redis que c'est éminemment politique et qu'on est vraiment sur des combats politiques de fond. On a en ce moment un discours qui est le discours de la réindustrialisation, de la création de richesses. On est sur un discours qui ne répond pas aux exigences de l'urgence écologique, et pas que climatique, et qui refuse de penser les sociétés post-croissance, qui refuse d'aller au bout de ce qu'avait engagé l'ADEME sur les scénarios de transition et de transformation en disant quel est le monde qu'on veut construire pour demain, qui refuse aujourd'hui de poser le débat sur l'énergie, alors que la loi l'impose, qui refuse de poser le débat et le débat public sur l'adaptation au changement climatique, alors qu'on est encore en retard sur ces éléments-là. Donc on a des reculs qui sont importants. Donc pour reprendre le nom de la journée, actualité de la démocratie environnementale, crise, obsolescence ou transformation. Obsolescence, certainement pas. Transformation, toujours, elle a toujours été transformée. Et crise, c'est pas une crise de la démocratie environnementale, c'est une crise de la démocratie, en fait. C'est fondamentalement une crise de la démocratie qui emporte avec elle la démocratie environnementale qui est censée accompagner la démocratie et la décision publique. Je voulais finir sur un truc. Oui, fondamentalement, on est dans des constructions de décisions publiques sur lesquelles il faut que quelqu'un décide de l'orientation sociétale, et on a, dans des processus de démocratie représentative, considéré que c'était le gouvernement, le Parlement, au niveau local des institutions qui prenaient ces décisions-là. Le
le vrai nœud, il est avant tout dans l'acceptation par les décideurs publics du fait que la démocratie environnementale existe et du fait que la décision publique n'est pas, que ce n'est pas seulement le vote une fois tous les 5 ans, une fois tous les 3 ans, qui fait la légitimité de la décision publique, et que toute décision collective doit se prendre collectivement en temps réel avec l'ensemble des partis et l'ensemble des acteurs. C'est ça le nœud. On le voit tout le temps quand on est sur des combats locaux, quand on est sur des éléments locaux. On a aujourd'hui des conseils régionaux qui sucrent des subventions aux associations, ouvertement aujourd'hui, au motif que la position de l'association ne va pas dans le sens de la position qu'elle a prise. On a des débats publics en cours, prenons exemple sur le lithium, sur lequel on est en train de faire un débat sur l'ouverture d'une mine de lithium, et plus globalement sur la question de l'ouverture de mines en France, de la question des matériaux de façon générale, alors que le ministre de l'Industrie et de l'Économie a déjà dit, il y a 2 ans, on ouvrira une mine dans 3 ans, et ah oui, il faut qu'on fasse la procédure, on va faire la procédure. On a un président de la République qui vous annonce la construction de 6 EPR, alors que constitutionnellement, juridiquement, avant toute décision publique, on doit faire un débat collectif sur l'opportunité des projets et quel sens la société décide de donner à la politique énergétique. Et on n'a pas eu de débat sur la politique énergétique. Donc moi, je le dis beaucoup et je le dis souvent, la première responsabilité, c'est la responsabilité de la culture des décideurs publics, de l'éducation des décideurs publics et de la conception même de la décision publique. Merci pour ce point de vue informé et qui montre bien l'enjeu du débat actuel et la contradiction entre ce moment et ce que vous avez dit dans la première phase sur la mise en place progressive d'institutions de démocratie environnementale. Le point de vue d'Hilaria Castillo. Oui, Casillo. Casillo. Pas Castilla. Pardon. C'est pas grave, ça m'arrive souvent. Entre Hilaria, on m'appelle Maria, et Casillo, on dit Castillo. J'ai l'habitude, c'est pas grave. Alors, comment décrire le moment actuel du point de vue de question de démocratie environnementale? Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, on est dans un double mouvement de la démocratie environnementale et écologique. On est dans une phase de décodification et dans une phase d'idéologisation. C'est un double mouvement qui paraît peut-être paradoxal et problématique. Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, le premier, celui de la décodification, se couple à une régression des droits, que tu as très bien rappelé, des droits associatifs, voilà, différentes manières. Et c'est lui qui appelle le pessimisme, en effet, et doit nous préoccuper. Mais vraiment, il y a un décret qui se prépare au-delà de la loi simplification, parce que vous aurez remarqué que le ministre de l'économie a présenté un plan simplification qui se incarne par la loi simplification, par un décret simplification et par autre chose. Donc, on ne va pas nous faire passer des pilules que par la loi. Il y a un décret qui s'y prépare, donc qui ne passera pas par le vote, qui doit passer bien évidemment au Conseil d'État, et qui dit par exemple qu'on retire la ligne 10 de compétence de la CNDP. C'est très simple, tous les projets industriels ne relèveront plus de la compétence de la CNDP. Alors que c'est aujourd'hui qui se joue le plus gros impact sur l'environnement, c'est la réindustrialisation et le modèle de réindustrialisation français. Ça va mobiliser des milliards, ça va avoir une empreinte énorme sur l'eau, une demande énorme d'énergie. Je pense aux 2 plus grosses plateformes de réindustrialisation française, Fosse-Salon et dans le nord, Dunkerque, etc. C'est énorme, juste énorme. Donc il y a une véritable régression qui doit nous interroger. Cette régression des droits participatifs est bien évidemment à mettre au miroir avec la question de l'usage qui font les décideurs actuellement de la démocratie participative au sens large, les proliférations des conventions citoyennes à toute échelle et niveau, pas qu'au niveau national, des concertations, la marchandisation de la participation, etc., qui contribuent un peu à son éloignement, d'une approche téléologique de la participation, c'est-à-dire qu'on ne considère pas plus la participation comme un but politique en lui-même, donc comme un droit se défend, point barre, et à l'avantage d'une approche plus utilitariste et instrumentale de la participation. Ça, pour moi, c'est un peu le mouvement de décodification qui se nourrit de cette rhétorique officielle, je vous fais plus parler pour mieux vous faire taire. Le deuxième mouvement est celui de l'idéologisation, à mon sens, que je vous disais tout à l'heure, et qui élève un peu l'environnement et l'écologie comme une cause politique à part entière, et qui devrait un peu nous inviter à l'optimisme. Et ce mouvement est,
je vous disais un système idéologique montant à mon sens, parce qu'à l'intérieur de ces systèmes, on répense les objets de la lutte, le droit à la nature et de la nature, la prise en compte de long terme, la justice environnementale comme le pendant de la justice sociale, l'environnement comme un vrai acteur politique à part entière qui échappe au bloc un peu de l'alliance propre à la géopolitique, c'est-à-dire que l'environnement est un acteur. Ce n'est pas, par exemple, quand on pense à la question des biens communs, qui restent des biens, donc vous voyez, des choses qu'on exploite. On est vraiment en train de changer la manière dont l'environnement se constitue comme acteur politique. On repense dans ces systèmes idéologiques nouveaux les acteurs de la lutte, les marginaux, les éloignés, les précaires, les empathés, les générations futures, les fleuves, les montagnes, que ce sont autant d'acteurs qui sont censés porter ce système idéologique, et change aussi l'horizon institutionnel des luttes, c'est-à-dire les méthodes de gouvernement, les nouvelles institutions auxquelles on aspire et une forme renouvelée et plus accomplie de démocratie environnementale. C'est pour ça que je parle de système idéologique, parce que les objets, les acteurs et l'horizon de ces luttes-là repensent complètement la question environnementale. Or, la tension entre ces deux mouvements nous montre une sorte de paradoxe. Tandis que les idéologies prônent des nouveaux droits pour qu'on les reconnaisse et on les protège, des acquis de la lutte, comme l'égalité, la liberté d'expression, comme on l'a vu par le passé, ce nouveau système idéologique-là se construit sur la défaite de ces droits, sur ce processus aussi de ces décodifications. Et on le voit parce que, franchement, mais combien de réactions on a eu quand on a eu toutes les régressions sur le dialogue environnemental récentes, au-delà de la tribune, et je les remercie encore, le collectif de juges et des autres qui l'ont fait, mais qui va s'émouvoir, s'organiser parce que la CNDP pourrait peut-être fermer. Donc quand on voit ça, les réactions diverses et variées au cours des 7 dernières années, parce que dans les 7 dernières années, on a eu une régression considérable du droit environnemental, montre que ce système idéologique est prêt à se passer de ses droits tels qu'ils sont mis en œuvre et défendus jusque-là pour aller peut-être vers des droits plus substantiels et procéduraux, plus ambitieux et plus radicaux. Donc aujourd'hui, la décodification de la démocratie environnementale contribue à sa mise en idéologie. C'est le point de vue que je me suis forgé récemment. Et ce système idéologique montant ne se débarrasse pas du droit et de l'affirmation des droits, mais le fait dans une logique moins procédurale, plus constitutionnalisante d'ailleurs, et même plus substantielle de mon point de vue. Merci Jean-Michel. Bon, juste un mot, d'abord pour dire que je partage tout à fait ça. Le GIS a essayé de le prendre en compte dans ses axes, parce qu'à côté dans les 6 axes, il y a aussi un axe justement autour de cette question de la montée de l'autoritarisme. Le dernier colloque du GIS s'appelait « La démocratie par temps sombre ». Donc on essaye de prendre en compte pleinement sur cette montée de l'autoritarisme, ces renversements. Donc ce que tu appelles cette idéologisation qui veut se passer des droits, qui est un autre pendant l'idéologisation. Et Julien Talpin anime aussi un observatoire des libertés associatives, donc qui est plus large que simplement la question de l'environnement, mais c'est parce que justement, c'est bien un mouvement général d'atteinte à la démocratie, et pas simplement, qui emporte aussi ce qui s'est construit dans la démocratie environnementale. Mais pas seulement. Je voulais juste, sur la question de la Convention citoyenne pour le climat, sur les questions de Convention citoyenne, donc j'ai été membre du comité de gouvernance de la Convention citoyenne climat. Non, mais dire une chose, parce que je pense que c'est important quand on réfléchit sur la participation et sur l'évolution du domaine de la participation, pour dire que l'ensemble à la fois des mouvements propres, donc la montée de l'urgence écologique, effectivement, pas purement climatique. On le dit souvent, climat, on met en avant le climat, mais il y a le climat, et je suis un adepte des limites planétaires, donc sur l'ensemble de ces questions-là. À côté de la participation, je pense aujourd'hui se pose la question politique qui a pris la forme de l'avancée des droits de la du droit de la participation, ou du droit à la participation dans les 40 dernières années, aujourd'hui ouvre une question qui est un peu différente et que souvent on mélange, qui est la question de la représentation. Quelle représentation politique, alors des générations futures, de la nature, et cette question de la représentation politique qui repose la question de comment on prend légitimement des décisions, quelles sont les formes légitimes de la représentation démocratique,
etc. Ces questions-là sont réouvertes aujourd'hui et ne se résolvent pas simplement par des procédures de participation. Et je pense que l'intérêt des conventions, en tout cas de la Convention citoyenne climat, des conventions et de la Convention fin de vie aussi, c'est un peu différent pour beaucoup de choses qui sont appelées conventions citoyennes à une échelle locale, mais qui ne sont pas du tout des conventions, qui ne sont pas des assemblées citoyennes, qui posent cette question de la représentation démocratique. Ouvre cette question, et moi je trouve que c'est intéressant de les regarder de ce point de vue-là, justement, pour voir comment ça renouvelle des questions politiques qui avaient été des questions politiques de la participation, qui s'étaient dit dans le vocabulaire de la participation dans les années 60, à partir des années 70, mais qui aujourd'hui reposent directement à la question de nouvelles institutions de représentation démocratique. Et donc, c'est l'analyse qu'a fait Thierry Pech après, parce qu'au départ, il n'était pas du tout sur cette idée, après la Convention citoyenne sur le climat, c'est qu'elle participe de la démocratie représentative. Et que c'est ça, on est dans les transformations de la démocratie représentative qu'il faut penser, et notamment penser les nouvelles institutions qui seraient nécessaires à ça. Voilà. Merci. Alors, on avait un troisième moment qui pose des questions qui ont déjà été évoquées ici, qui serait donc une autre tension qui pèserait sur la démocratie environnementale, c'est celle de la confrontation avec une autre notion, notre horizon d'attente qui s'exprime en termes de démocratie écologique. Donc on peut peut-être demander à Idalia Cassillo donc de bien vouloir, qui a déjà évoqué ces questions, de nous parler de convergence, tension entre tendance à promouvoir les expérimentations de démocratie écologique, proposant une nouvelle place au et l'approfondissement, le maintien de la démocratie environnementale. Et moi, je poursuis toujours sur mon système idéologique qui pense qu'il y aura des ennemis, comme tout système idéologique. Il les a et il les aura. Et je pense que donc ce type d'initiative auquel tu fais référence, d'expérimentation diverses et variées, concourent en fait à l'émergence de ce système idéologique montant et donc sont tout à fait sont convergentes et sont parfois beaucoup plus intéressantes, parfois beaucoup plus puissantes, parce qu'ils ont une prise sur la décision que les procédures n'ont pas. Et parce que aussi pour la qualité même des moments délibératifs qu'elles arrivent à mettre en œuvre. C'est-à-dire parfois, elles ont des standards, et je l'utilise que je n'aime pas dans le domaine de la participation, mais de délibération, d'ouverture, de vraiment qualité de l'échange, de partage de l'information beaucoup plus élevé que n'importe quelle procédure. Donc, je pense qu'on devrait se tourner davantage. J'ai souvent dénoncé l'incapacité de nos débats publics à la CNDP à s'ouvrir à l'informel, à d'autres formes de participation. Par exemple, je vous fais un exemple sur ST Microelectronics, donc un projet à côté de Grenoble énorme de microtechnologie, on va dire micropuces, qui consomme beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. C'est aussi toute la question de la nanotechnologie derrière, un projet très... On a fait un projet... Ce maître d'ouvrage avait oublié de nous saisir, comme par hasard. Et finalement, donc, on l'a un peu rattrapé. Et on a fait une concertation qui a été contestée par des mouvements qui ont créé leur parcours de participation, qui d'ailleurs était très intéressant, très bien conçu. Un festival, plein d'initiatives diverses et variées, des publics mélangés, etc. Et nos garants ne sont pas allés forcément voir ce qui se passait dans ce processus, alors qu'on a dit allez-y, c'est pas parce que ce n'est pas la procédure que ce n'est pas la démocratie, que ce n'est pas de la délibération. Donc ça, nous serons la procédure donc entendable, écoutable, et les autres ne le seraient pas. C'est juste hallucinant. Et je trouve hallucinant qu'une procédure soit si peu flexible, soit peu ouverte à ce qu'elle est réelle, quoi. Et là, il y a une chose qui se passe, c'est des informations qui sont produites. C'est une parole contraire qui est très dérangeante, mais c'est ça le plus gros problème aussi actuel, notamment à mon sens en France, si je peux me permettre, c'est le statut de la parole contraire,
qui est mal. On a du mal à la recevoir, à la concevoir, à lui donner un statut, à la reconnaître, à l'accepter et à l'intégrer à la décision. Et donc je pense que ces mouvements-là sont vitaux, c'est ce qui nous reste en fait, c'est ça à quoi il faut qu'on s'accroche pour que cet éclatement entre démocratie écologique et environnementale puisse se produire et ce système idéologique commencer à se constituer comme une alternative plausible et possible et radicale, mais et je le dis exprès radical parce qu'on entend souvent, nous rejette souvent par exemple à la CNDP de mobiliser que les radicaux. Alors que, je vais vous dire une chose qui est certes très banale, vous m'en excuserez, mais la radicalité, la brutalité, c'est celle aussi de la loi simplification, de celles et ceux que nous avons en face. Donc nous ne sommes pas radicaux. Ce système idéologique, on va dire, elle n'est pas radical. Il vient à la racine, oui, à la racine de nos pensées des hommes et des femmes pour des hommes et des femmes et de la nature aussi pour la nature, parce que là, un novateur qui s'est invité. Mais je pense qu'on devrait... ce qui est intéressant dans ces mouvements, et c'est en cela qu'ils sont convergents, c'est qu'ils nous font faire la paix avec cette radicalité qui est d'autant plus nécessaire parce que c'est la seule qui nous permettra de dialoguer avec une autre forme de radicalité, de brutalité qui met en danger l'environnement quand même en ce moment. Jean-Michel ou Antoine Oui, non, mais moi sur cette question, j'ai pas... Non, j'ai rien... Non, mais voilà, Hilaria a tout dit. J'ai rien à rajouter. Je ne sais pas si on reviendra tout à l'heure un peu sur les questions d'expérimentation, comme ça, mais voilà. Moi, je voudrais déconstruire un paragraphe qui est dans le texte de la journée. Je vous le lis. D'un côté, les grandes et petites associations de protection de l'environnement ou d'éducation à l'environnement maintiennent une forte présence sur le territoire dans les instances de concertation et même devant les tribunaux, cherchant par là à maintenir une influence de la décision, pour reprendre les termes de la Convention d'Aarhus, malgré leur critique des procédures existantes et traitement des problématiques environnementales et écologiques. D'un autre côté, se développent d'autres formes d'engagement sur la question écologique qui tentent de résoudre de manière différente les tensions entre autonomie et institutionnalisation et entre politisation et dépolitisation. Alors là, je voudrais vraiment déconstruire ça. Parce que alors déjà c'est pas sympa pour nous, parce que ça merci, mais enfin, ça nous fait un peu paraître comme les vieux associatifs has-been qui sont encore dans leur commission publique, machin. Donc c'est pas sympa. Et on le subit quand même beaucoup, ça. Hein, c'est-à-dire, donc je voudrais déconstruire ça fondamentalement. On porte la liberté associative, on porte l'engagement associatif, on porte le militantisme associatif. On a des questions qui sont radicales et qui sont de plus en plus radicales, effectivement, qui sont de plus en plus sur le terrain de l'affirmation idéologique en disant oui, c'est une idéologie, mais vous avez en face aussi des idéologies, et l'idéologie de la croissance, l'idéologie de la réindustrialisation, c'est aussi les idéologies, et nous, on veut un débat public global sur ces grandes notions-là et sur ces grands choix de société. Tous les combats qu'on a menés récemment, là, mais pas que récemment, hein, parce que même si je parlais tout à l'heure de Plogov, de Fessenheim, de Sivins, c'est un militant de France Nature Environnement qui est mort à Sivins. Hein. C'est quelque chose qui a bouleversé le mouvement et qui bouleverse encore le mouvement. Tous les combats qu'on a menés à Sainte-Soline ou autres, qui sont ces combats très médiatisés, il faut aussi savoir qu'ils cachent des centaines de combats non médiatisés, de combats sur lesquels on a aussi des formes diverses d'action qui se mobilisent et qui passent sous les radars de la médiatisation et qui pourtant sont essentielles et existent. Nos militantes et nos militants, ils ont leur action associative dans les cadres associatifs et dans le cadre associatif vont représenter l'association et la nature dans les commissions, mais c'est les mêmes hein, qui vont aussi à la manifestation de Sainte-Soline. C'en est d'autres qui ne sont pas forcément dans nos associations, mais avec lesquels on travaille. Le collectif des soulèvements de la Terre, par exemple, il ne faudrait pas oublier que le collectif des soulèvements de la Terre, c'est un collectif. Le principe des collectifs, c'est qu'il agrège des organisations, dont certaines sont institutionnalisées, dont des syndicats comme la Confédération paysanne, dont les associations de France Nature Environnement, les grandes marches sur le climat, qui les organise concrètement ? Qui a des stands ? Qui fait la déclaration en préfecture ?
c'est les associations environnementales. Donc en fait, ce qui est nouveau, et s'il y a quelque chose qui a changé dans les formes de lutte, c'est que la diversité des formes de lutte qui a toujours existé, l'imagination a toujours existé, le fait de se balader avec des grandes effigies, des choses très créatives, de faire appel à l'art contemporain, au féminisme et autres, ça a toujours existé, et ça a sans doute été très invisibilisé pour ce qui concerne l'écoféminisme, mais ça a existé et ça existe toujours. Ce qui est nouveau, c'est qu'on le coordonne mieux. Ce qui est nouveau, c'est qu'on est ensemble et on a une convergence des luttes. Sur Notre-Dame-des-Landes, Notre-Dame-des-Landes est une victoire parce qu'on a la ZAD, on a les recours en même temps, on a la participation aux instances participatives officielles et nous, on peut rentrer chez le préfet ou chez le ministre pour porter le sujet. Et c'est cette convergence globale qui est peut-être, qui n'est pas nouvelle non plus, mais qui marche mieux qu'avant. Et moi, je travaille avec grand plaisir avec les Soulèvements de la Terre, avec d'autres associations, dans une seule limite, qui est la limite de la non-violence pour nous, qui est très très importante et très fondamentale, ce qui est un petit sujet sur l'organisation globale sur le dossier Sainte-Soline. Sur Sainte-Soline, qui sait qu'au-delà de Sainte-Soline, il y a 93 réserves en projet? Qui sait que France Nature Environnement, les assos de France Nature Environnement, on en a annulé 11 en fin d'année dernière? Qui le sait? Enfin, c'est ça qui est... Moi, je suis un peu inquiet des fois de la question médiatique, de la question de la circulation de l'information et des récits qu'on nous expose. Et c'est important le récit parce que on est en train de nous poser un récit dans lequel il y a des nouvelles formes de lutte qui sont plus radicales, donc qui sont illégitimes. Et les assos sont has-been, et donc la dernière étape, ça va être il faut revoir la démocratie pour remettre tout ça à sa place et remettre l'acteur public au centre de tout ça. Il faut arrêter un peu avec la démocratie environnementale. Et puis il y a la réalité de terrain. Donc je vous alerte un peu là-dessus. Les expérimentations écologiques, les expérimentations de participation de nouvelles formes, elles ont lieu partout sur les territoires et elles ont lieu avec les associations. Et très souvent, ces expérimentations se transforment en associations et rejoignent le mouvement. On a plein d'exemples sur le territoire. Je pense dans mon territoire, le syndicat de la montagne limousine en particulier, dans lequel on travaille avec eux de façon très proche et dans lequel on fait des éléments ensemble. Donc attention à cette dichotomie qui voudrait qu'il y a des vieilles associations institutionnalisées et des nouvelles formes de lutte. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, franchement. La démocratie écologique et le tableau que tu nous as fait passer là, sur la démocratie écologique avec des comparaisons démocratie environnementale, démocratie écologique, moi, je ne le valide pas parce que ce n'est pas la pratique qu'on a sur le territoire et ce n'est pas la réalité de nos engagements militants. Voilà. Moi, je suis militant. Je suis à la fois au CESE. Et pour le coup, c'est bien un truc qui est très institutionnalisé. Mais il faut savoir ce qu'on en fait du CESE. Et je pense que ça serait intéressant qu'on en parle du CESE avec les chercheurs parce que je lis des choses hallucinantes sur les CESE. Et j'aimerais bien que certains chercheurs viennent au CESE. Je pense qu'il y en a qui le connaissent un peu mieux que d'autres, pour le coup, le CESE, mais qui viennent voir comment ça se passe en vrai dedans et quel est le rôle du CESE. Le rôle du CESE, c'est déjà que la société se parle entre elles. Et moi, je ne parle nulle part ailleurs. Je parle nulle part ailleurs avec la FNSEA. Je parle nulle part ailleurs avec des syndicats, même avec la coordination, enfin pas avec la coordination rurale. Voilà. Non, mais je veux dire, au CESE, il y a la coordination rurale, c'est le seul avec lequel on ne peut pas parler, même au CESE. Je veux dire, c'est des lieux sur lesquels la société arrive à parler, la société arrive à parler ensemble, et donne des avis qu'elle discute en posant dans ces avis les points de divergence quand il y en a. Donc voilà, il faut... Je m'arrête là. Mais attention à cette dichotomie démocratie environnementale, démocratie écologique. Et je vais juste finir sur un point, c'est la question des droits de la nature. On a une position, nous, à France Nature Environnement, que je vous invite à découvrir et qui est très claire sur ça. Le droit de la nature, ça existe. La représentation de la nature, nous, nos associations naturalistes, elles le font tous les jours sur le territoire, devant le tribunal. Je vous rappelle qu'on a l'article 142.2 qui fait qu'on représente l'intérêt qui n'est pas notre intérêt à nous, mais l'intérêt collectif lié à la protection de la nature. Et quelque part, on a cette représentation des espèces. On a des milliers de dossiers tous les ans pour éviter des destructions. On a des très belles victoires. L'un n'empêche pas l'autre. Mais on est bien d'accord. Par contre, on a tendance à lancer cette idée de reconnaissance de la personnalité de la nature comme l'idée miracle qui va résoudre le problème de nos relations à l'humain, à la nature. La reconnaissance de la personnalité juridique de la nature, ça marche très bien dans des contextes particuliers sur lesquels on a des populations autochtones, sur lesquels on a des systèmes de représentation qui sont particuliers. Nous, on les porte, en Guyane en particulier,
sur ces territoires-là. Il y a des très belles expériences sur ça. C'est vraiment pas la solution miracle globale parce que ça pose la question de qui va représenter après la nature, en particulier dans le tribunal. Et si on remet ça à des instances nationales, on peut avoir un effet contraire. Donc juste une attention sur ça. On en parle beaucoup. Voilà, mais c'est bien ce que j'essaye de dire. C'est qu'il faut en avoir une lecture plus large. Et nous, ce qu'on accompagne dans ce débat-là, c'est surtout le retour à la nature, c'est-à-dire le retour à la connexion à la nature. Et ce sur quoi on travaille beaucoup, et auprès des ministères en particulier. Moi, j'ai amené des grands responsables publics dans la nature. Quand Guérini est venu nous voir en disant on voudrait former les hauts fonctionnaires à la question environnementale, Carbone 4 nous a proposé de faire des fresques du climat, FNE vous proposez quoi? Je dis mais moi je ne propose pas de les mettre dans une salle avec des cartes à jouer, je propose vous me les mettez dans un bus, vous me les amenez dans une forêt, on passe une demi-journée avec eux et on leur montre ce que c'est pour qu'ils arrivent à comprendre de quoi on est en train de parler. Et là, je pense que la différence fondamentale, elle est là. Nous, nos militantes et nos militants, ils sont dans la nature tout le temps. On est tous, nous, dans la nature tout le temps. C'est-à-dire qu'on a une relation avec le vivant, on a une relation avec le autre qu'humain, on préfère dire, plutôt que non humain d'ailleurs, qui est cette relation-là. Et c'est ici que ça se joue aussi, sur notre reconnexion à la nature, notre reconnexion aux équilibres écologiques, aux saisons, à cette appréhension sensible du monde, quoi. Merci. Alors merci Antoine pour ce rappel. Sur notre objectif. Alors notre objectif, pour être clair, était bien justement de saisir les choses ensemble, et c'est bien le sens, d'avoir ici FNE. Et lorsqu'on écrivait tension, politisation, dépolitisation, on n'avait pas du côté de la dépolitisation les associations traditionnelles. En fait, on considérait que c'était quelque chose qui pouvait nous permettre de lire ou de problématiser l'ensemble des actions publiques. Mais c'était tout à fait intéressant de le rappeler, en tout cas en termes de continuité, en termes de pluralité des casquettes des acteurs, des choses qui sont un peu, qu'on a peut-être un peu trop tendance dans nos milieux à oublier. Et il n'y a pas beaucoup de journées d'études, je pense, sur la question de l'engagement environnemental qui commence par FNE, en fait, dans nos mondes universitaires. Mais c'était juste pour dire qu'on est conscient de cette précaution. Donc on a un peu de temps pour des questions, des remarques, des interpellations, et pour poursuivre la table ronde. Merci. J'ai perçu dans vos présentations deux choses un peu invisibilisées. La première, c'est la question des rapports de force, et la deuxième, c'est la question sociale. Et il me semble quand même que ce qui est nouveau, c'est l'émergence d'une congruence entre la question sociale et la question environnementale. C'est pour ça que votre dernière intervention, monsieur de FNE, excusez-moi, j'ai oublié votre nom, mais il me semble que cette orientation, on va dire, très spécifique qui serait liée à l'environnement, la nature, etc., il me semble que c'est une manière aussi de vous cantonner et finalement de rentrer dans le cadre des écologistes qui s'opposeraient aux réalités des Français, etc., etc. Donc il me semble que l'intégration de la question sociale dans la question, l'association de ces deux questions est absolument indispensable justement pour vous faire sortir d'un précaré. La question maintenant des rapports de force, là aussi elle est un peu déstabilisante, puisque autant le GIS que la CNDP sont sollicités d'abord sur des questions justement de comment on arrive à construire des projets ensemble. Et donc il y a la question de l'acceptabilité sociale qui se pose assez directement. Moi, je connais un petit peu, par exemple, le travail de la CNDP à Dunkerque, dont vous avez parlé, sur l'extension du port. Et on voit bien que, en fait, la CNDP n'a pas participé véritablement à construire un rapport de force. Elle a participé à mettre en œuvre un débat public
pour accompagner le projet qui s'est fait d'extension du port, qui est un projet énorme et qui s'est fait sans coup férir, malgré les critiques qu'a pu soulever un petit peu la CNDP. Mais je crois que voilà, il y avait une place à prendre dans les rapports de force qui, à mon sens, en tout cas, n'a pas toujours été prise. Et peut-être qu'on en est là aussi aujourd'hui, à mon sens, parce que justement, cette question des rapports de force n'était pas suffisamment au centre, à la fois lors de la création du GIS et à la fois de la CNDP. Peut-être que je me trompe, mais il me semble. Peut-être prendre d'autres remarques, interventions avant de passer la parole à... Quelqu'un d'autre veut intervenir? C'est une question à Jean-Michel. Tu dis la participation bloque sur certaines limites. Il faut construire de nouvelles représentations. Mais aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression qu'il y a plusieurs représentations. Celle qui est instituée, celle des élus, celle des associations, le droit à la nature, le droit à la ville, le droit social. Et il y a la médiatisation qui fait représentation et acte de représentation et qui fait aussi surenchère. Et donc, une des questions, même sur Sainte-Soline, c'est le tangage, j'ose pas dire la coordination, entre ces différentes formes de représentation. Même si France Nature, vous êtes bien coordonnés, vous savez très bien qu'il y a des acteurs qui vont chercher la visibilité médiatique et ils vont rapporter l'image et donc une certaine représentation. Vous pouvez la contester, mais elle est là. Le public perçoit ça, quoi. Donc il y a un choc de représentation. Et donc la question de la délibération, je la présente dans les termes avant, parce que le schéma classique CNDP, c'est il y a un problème complexe, style OGM, style mourir tranquille. On fait mûrir le débat avec des spécialistes et des civils. Le débat s'élargit, se complexifie, et après on trouve la traduction juridique, législative. Mais sur Sainte-Soline, je ne vois pas trop le schéma. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui poussent le bouchon, ils poussent le feu, ils poussent la médiatisation. Est-ce que vous prévoyez une consultation après? Et avec qui? Oui, une troisième intervention et ensuite on prendra des réponses. Oui, je prends la parole à plusieurs titres. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que à la fois je suis sociologue, émérite, mais bon, vieux sociologue, mais je suis aussi militant dans une commune, d'une association qui s'appelle La Tête dans le Sable, qui lutte contre le maraîchage industriel et qui fait partie des soulèvements de la terre, et dans lequel il y avait la question de la mobilisation pour Sainte-Soline, par exemple. Et puis par ailleurs, je suis élu local, adjoint à l'action participative. Donc vous voyez, c'est 36 casquettes, enfin 36 lieux, etc., qui ne sont pas inintéressants à croiser. Ma question, elle rejoint tout à fait ce qui a été à propos des rapports de force. Je pense que les rapports de force aujourd'hui s'opèrent au niveau local. C'est-à-dire que la question qui est évoquée par les grandes instances nationales, etc., ne prennent pas sens au niveau local. Les rapports de force, ils se construisent avec les acteurs locaux, au niveau des communautés de communes, par exemple, pour nous, moi je suis dans le milieu rural. Ils se construisent fortement par le regroupement associatif, c'est-à-dire que notre association, elle a adhéré à un collectif plus large, de telle façon à être pesée beaucoup plus fortement. Le rapport de force passe par comment dirais-je, la pénétration, je dis un peu trotskiste, mais la pénétration des instances politiques, hein, c'est-à-dire être acteur à l'intérieur et tenter la carte de l'élection pour pouvoir aussi influer et orienter autrement l'action. Donc c'est multicarte, mais ça se passe au niveau local. Ça se passe au niveau local pour remonter au niveau national, bien sûr. Mais les rapports de force, ils sont à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sensation objective, au niveau local, je parle au niveau local, de sensation objective d'un vrai débat sur ces questions que vous évoquez au niveau national. C'est-à-dire qu'il y a une sensation véritable, très, très prégnante, une sensation que si on ne se mobilise pas sur le plan local, en se regroupant par des collectifs
forts tels que les soulèvements de la terre au niveau national, c'est peine perdue. Donc il y a quelque chose là de très important. Et sur la question idéologique, je ne rentrerai pas parce que c'est vrai qu'il y a des croisements de représentation qui sont très complexes et je ne limiterai pas à ces deux formes qui ont été évoquées. Je crois qu'il y a beaucoup plus de formes, c'est beaucoup plus complexe et dans l'engagement, dans ces actions en tant que telles. Par exemple, et je ferai très bref, au niveau des personnes qui s'engagent de milieux populaires dans la question environnementale, ce n'est pas exactement à la même façon, avec les mêmes représentations, que les personnes qui sont de classe moyenne supérieure cultivée et qui s'engagent dans ces mouvements-là. Et là, il ne s'agit pas nécessairement, il ne faut pas ignorer toutes ces formes d'engagement différents dans le mouvement, dans les mouvements environnementaux et écologiques. Merci. Donc, on peut prendre des réactions à ces interventions dans l'ordre que vous souhaitez. Alors, sur la question du rapport de force et du choc de représentation, on est bien d'accord. Hein. Enfin, effectivement, on a un vrai sujet aujourd'hui sur la représentation des réalités, sur la représentation des luttes aussi. Aujourd'hui, le gouvernement, il travaille à l'opinion publique. Hein. Il travaille aux médias et à l'opinion publique. Moi, j'ai eu des discussions avec le cabinet du Premier ministre qui me dit au bout d'un moment, mais vous représentez 7%, quoi. Donc on vous écoutera à hauteur de 7%. C'était un peu le sens, quoi. On en est vraiment ici, c'est-à-dire que peu importe l'idée, ce pourquoi on travaille et autres, on est sur cette représentation médiatique. Donc ça travaille beaucoup au sondage d'opinion, ça travaille beaucoup on est effectivement dans cette façon de gouverner aujourd'hui. Donc il y a effectivement un très fort enjeu. Sur le rapport de force et le volet territorial, c'est l'essence même de France Nature Environnement, le volet territorial. Hein. Enfin, on est au niveau national, on a au bureau et au conseil d'administration. Le conseil d'administration des FNE nationales, c'est que des représentants d'associations territoriales, de Haute-Savoie, de Guyane, de partout en France. Moi, je suis un militant local avant d'être un président de France Nature Environnement. Et je retournerai militant local quand je me serai épuisé sur ce mandat-là le plus. Donc c'est effectivement le fait de se regrouper, en fait, nous on est regroupés en fédération départementale, fédération régionale, et la fédération nationale regroupe ces fédérations régionales et des assos nationales. C'est bien le sens qu'on a pris et on est bien d'accord sur ça. Et on revendique en permanence le fait de dire, mais nous on est en train de nous expliquer le territoire. Quand on va voir le ministère, on lui dit, voilà ce qui se passe sur le terrain. Pas voilà ce qui se passe dans les médias, dans le Parisien ou dans des choses comme ça. Mais il y a effectivement une vraie question sur la représentation médiatique. Sur la question sociale et la justice sociale, la justice environnementale de façon globale dans son sens pur, c'est-à-dire pas la justice environnementale telle qu'elle a été médiatisée, les grands procès de l'environnement, mais la justice environnementale dans le sens intégration de la justice sociale et des questions sociales dans les questions environnementales. J'en ai pas parlé parce que je répondais simplement à la question de la reconnaissance de la nature et du coup de notre conception sur ces volets reconnaissance de nature et lien avec la nature. C'est évidemment un énorme sujet pour le mouvement de France Nature Environnement depuis plusieurs années. On travaille avec ATD Quart Monde, on vient de faire des publications sur le transport ou le logement avec ATD Quart Monde. On travaille avec le Secours catholique et on a fait des publications avec eux. On travaille avec eux aussi pour voir comment l'engagement de ces associations-là avec nos associations peut être un peu mieux se passer, parce qu'effectivement, dans nos associations, quand on regarde les publics, on n'a pas beaucoup de populations pauvres et on n'est pas beaucoup sur ces populations-là. Et il faut qu'on intègre un peu mieux ces problématiques-là. On travaille avec le collectif Alerte, qui est le collectif qui regroupe l'ensemble des associations de grande pauvreté et d'associations sociales. Donc on a lancé ce travail-là et c'est un vrai sujet en interne, effectivement. On travaille sur les questions de féminisme et d'écoféminisme aussi, parce qu'on a enfin intégré le fait qu'une transformation écologique dans une société inégalitaire, c'est pas possible et ça marche pas, et qu'il faut qu'on travaille les deux, et qu'on a un rôle, nous, en tant qu'organisation environnementale, en interne d'exemplarité, et au niveau de nos plaidoyers, pour intégrer aussi ce sujet-là dans nos plaidoyers. Donc oui, on est complètement aussi là-dedans. Et ça nous oblige, du coup, à travailler aussi avec d'autres types d'organisations, et c'est passionnant pour ça. Oui, un mot sur la question des rapports des forces. Moi, il me semble qu'on en a parlé, mais
On n'est pas là à restituer une enquête de terrain ou un débat particulier ou une intervention spécifique de France Nature Environnement sur tel ou tel dossier. Donc, en tout cas, moi, pour ce que j'ai essayé de dire, c'est justement plutôt que de parler des rapports de force de manière assez en surplomb, c'est d'essayer de comprendre comment, dans les dynamiques de la démocratie environnementale, ce sur quoi portent ces rapports de force, comment ils structurent finalement les dynamiques d'avancée ou de recul de la participation. Donc j'ai dit, il y a une première structuration qui est autour de la reconnaissance de la place des citoyens dans la construction de l'intérêt général. Ça, c'est disons les années 90, et aussi le nœud que tu disais, c'est la reconnaissance de la démocratie, et qu'il y a une place des citoyens dans la construction des décisions, des projets. Donc c'est ça qui est fondateur des institutions de la démocratie environnementale en France. Et après, dans les années, cette ligne de clivage, parce que c'est ça qui organise les rapports de force, au sens c'est ça qui organise les rapports de force. Cette ligne de clivage, elle se déplace et d'une manière, elle se le précise autour de l'idée simple. La concertation doit revenir au service des projets, donc tous les thèmes de la simplification, contre le droit à la participation. Ça, c'est une ligne de clivage qui était active, on l'a décrite assez précisément, donc c'est bien des rapports de force. Dans la dernière période, mais c'est moins clair, le retour de la question de comment la participation contribue ou non à la protection de l'environnement, et finalement, et plus largement, parce qu'aujourd'hui on ne parle plus d'environnement quand on en parlait il y a 30 ans, c'est la question écologique plus large qui est posée. Cette question rouvre alors des différentes lignes de rapports de force sur lesquelles les questions de l'autonomie des associations, je pense, quand même a pris, c'est beaucoup renouvelé. Une des choses très importantes, il y a eu une thèse sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, thèse anarchiste, mais justement qui est sur cette question de l'autonomie. Et je pense que ça marque quand même une évolution dans une part de l'action associative et qui est ancienne. Moi, je me rappelle très bien au moment du conflit du TGV Méditerranée, où cette question de l'autonomie des associations, qui se constituait à l'époque d'ailleurs contre FNE, qui était considéré comme justement uniquement dans les commissions, et c'est toujours posé quel rapport à l'action et quelle autonomie nécessaire dans l'action. Et une des choses qui est intéressante, par exemple, dans le mouvement anti-GP2I, c'est qu'il a tout de suite mis en avant des modes de fédération, d'action très locale, à une échelle euro-méditerranéenne, avec les rencontres annuelles des anti-GP2I, l'adoption de chartes, etc. Ils ont essayé de fédérer, ce qui n'était pas le cas, ce qui était peu le cas avant. Oui, non, mais bien sûr, c'est pas du tout contre FNE, je dis ça, mais ça a été une évolution, y compris de FNE, qui est partie des sociétés de protection de la nature et qui est devenue une fédération plus d'action environnementale, ce qu'elle n'était pas forcément au départ. Donc il y a une évolution, et où la question de l'autonomie des collectifs locaux et de leur fédération s'est posée de manière assez différente. Donc c'est une autre manière de penser les rapports de force, plus interne à l'action écologique et environnementale, qui est des manières de se positionner aussi, qui amène aujourd'hui un certain nombre de collectifs justement à se dire c'est pas par la participation qu'on va résoudre les problèmes, mais c'est en s'investissant directement dans l'action environnementale, non pas dans la gestion de ressources. FNE, il y a beaucoup d'associations qui participent à la gestion directe de ressources, de parcs ou de choses comme ça, mais dans la création de collectifs sur l'énergie ou sur d'autres sujets. Voilà. Je ne vais pas défendre la CNDP parce que chacun en a une perception particulière, et puis chaque débat est unique, et parce que les personnes, ce n'est pas un léviathan désincarné. La CNDP est faite par des personnes avec des os, de la chair, des manières de penser. Donc chaque débat ne ressemblera jamais à un autre. Donc c'est normal que chacun a sa conception. En revanche, je réaffirme une chose, et je le réaffirme de manière très claire. La CNDP n'est pas là pour accompagner les projets, ni pour les faire tomber. Donc quand on me dit non, mais la CNDP était là, mais les projets n'ont pas été modifiés, et donc, nous sommes une autorité indépendante, garante d'un droit, qui ne s'exprime pas. On n'est pas là pour casser
ni pour le faire passer, la pilule. Et ça doit être clair, justement parce qu'on ne vend pas de fumée. Quant à la capacité de la CNDP à créer des rapports de force, ça se discute. Voilà, on a plein de projets ou plein de choses. Encore une fois, ça dépend de l'expérience qu'on en fait. C'est clair qu'on est là aussi, et ça a été toujours ma vision de l'institution et des débats que j'ai pu suivre, c'est qu'on est là pour activer la critique sociale. Ça oui, pour l'activer, la faire surgir et l'outiller, si possible, via des expertises alternatives complémentaires. C'est un outillage de cette activité, de cette critique sociale qui doit être activé. Après, c'est le décideur et lui seul qui est responsable et va le payer après s'il se trompe. Mais sa responsabilité, nous ne sommes pas décisionnaires. Et ça, il faut le clarifier. Je n'ai pas tout compris, mais je m'excuse des interventions. Ce que j'ai compris, donc, c'est quant au rapport de force. Lorsque j'affirme que la décodification en cours est en train de contribuer à la mise en idéologie de la démocratie environnementale, c'est pertinemment ça. C'est qu'on ne pense plus la force de droit et de la procédure, on pense d'autres types de forces, de protestation, de mouvement, d'engagement, d'expérimentation qui ont, j'ai parlé de TIC, de prise sur la décision. Pour moi, on est au cœur des rapports de force. Et ce qui nous dit aussi ce nouveau système idéologique, à l'intérieur duquel j'ai jamais dit que c'était un bloc monolithique, hein, avec un seul profil socio-démographique de tous les couches, bien évidemment, comme tout système idéologique, enfin, il y a de tout. Voilà, c'est pertinemment ça, c'est le réponse. Ces rapports de force. On est plein dans une période, drôle de période, où la force de droit, pour certains, ne suffit pas. La procédure, on la néglige parce qu'on la sabote, on l'ignore, on a des débats ignorés, sabotés par des associations ou des collectifs aussi, qui considèrent de toute manière, on agira, on aura une prise autrement. Donc pour moi, on est encore des rapports de force. Et sur l'intermédiation, oui, absolument. Sur l'intermédiation, ça fait 20 ans, je pense que les sciences sociales ont conceptualisé la crise de la médiation, de l'intermédiation. Aujourd'hui, je pense que, je suis désolée, mais les corps intermédiaires sont plutôt vus comme des corps interposés, pas par nous, hein, par certains. Donc c'est intéressant comment le pouvoir aujourd'hui considère ces corps intermédiaires comme interposés par rapport à la décision. Et je pense que la démocratie environnementale doit faire les comptes aussi avec cette crise de la médiation, de l'intermédiation, qui remet en question la question de la représentation. Et c'est en cela que je trouve intéressant aussi les mouvements des droits de la nature, etc., parce qu'ils nous amènent à repenser la représentation, la médiation. Qu'il y a une crise de la médiation, on le sait, c'est clair. Et la participation, d'ailleurs, on n'en est pas là pour y répondre. Sinon, on aurait une énième vision utilitariste de la participation, encore une fois. Donc voilà un peu ce que je voulais dire comme réaction. Je ne sais pas si j'ai tout compris après. Je rajoute juste un mot sur acceptabilité, parce que je trouve que ça illustre bien l'idée de rapport de force. Parce qu'en France, typiquement, c'est autour de ce mot, c'est un mot conflictuel. Depuis l'origine, depuis les années 70, c'est un mot conflictuel qui a toujours été refusé par les associations. Et au Québec, c'est un mot qui est rentré dans la loi après les conflits sur le gaz de schiste pour justement signifier tout autre chose, c'est-à-dire cette reconnaissance de la nécessité de la participation et de la place des citoyens. Donc voilà, c'était juste pour signaler ça, comment en France ça a cristallisé, c'est un mot qui a cristallisé les conflits justement, le refus de dire la participation, ça doit servir à l'acceptabilité des projets. Non, c'est jamais ni la position de la CNDP, ni la position des associations. Et la plupart des maîtres d'ouvrage ont compris ça, même si les nouveaux, ils se reposent la question. Alors que l'évolution au Québec a donné autre chose. Pour justement, sous ce terme-là se dit la reconnaissance. Ce qui crée beaucoup de malentendus souvent avec nos collègues québécois, parce qu'on ne parle pas de la même chose avec le même mot. Juste un tout petit peu pour être très très clair aussi. L'ambition de France Nature Environnement, c'est pas de fédérer tout le monde et c'est pas d'être hégémonique. Enfin, je veux dire, il y a différentes formes de lutte. Nous, on propose dans notre fédération aux associations qui partagent nos valeurs et qui partagent une communauté de faire aussi, parce qu'on n'est pas que dans la participation, que dans la lutte, que dans l'opposition. Nos associations sont aussi, comme tu l'as dit, gestionnaires d'espaces naturels. Elles animent
producteur d'expertise beaucoup d'informations, de conférences. On gère les maisons de la nature qui font de l'éducation à l'environnement, à la sensibilisation à l'environnement. On est aussi dans le faire et dans le concret au niveau local. On accompagne des projets avec Terre de Liens, avec des mouvements agricoles. On est membre du collectif Nourrir pour ça, avec d'autres. Voilà, donc on défend, et je le redis parce que j'ai commencé par ça, la liberté associative, mais quelle que soit sa forme, pas les associations dans notre mouvement, n'importe quel type de regroupement sous le format associatif, parce qu'on porte ce cadre-là comme cadre d'action collective, et le fait que l'action est toujours plus efficace, plus réfléchie, plus durable, quand elle est collective et quand elle est organisée collectivement. Et l'association, contrairement à ce que beaucoup de sites de préfecture nous disent, avec une association doit avoir un président et machin et tout ça, non, une association c'est 2 personnes, un objet social et c'est tout, quoi. Donc il y a des formes très différentes, très souples, déclarées ou pas, d'associations et autres. Donc voilà, on n'a pas de vie, parce que ça nous est souvent reproché, oui, moi super, enfin, les organisations qui portent les droits de la nature, très bien, enfin, portez ça, portez-le, mais ne nous reprochez pas que ce ne soit pas notre combat principal, parce que nous par rapport à nos objectifs, à nos réalités, à nos actions de terrain dans les tribunaux, c'est pas cet instrument qui nous sert à quelque chose, c'est pas ça. Par contre, donc on essaye de l'expliquer comme ça. Par contre, si à certains moments, dans des combats collectifs, on peut porter les choses collectivement ensemble et en trouver des traductions, on sera avec vous et on sera en premier. Donc nous, on est vraiment pour la libération globale de toute forme d'action collective, d'action militante, en revendiquant le militantisme. C'est pas un gros mot, le militantisme. Il faudrait remettre ça sur c'est une valeur, le militantisme, et la radicalité aussi, et la radicalité non violente. Merci pour ces mots de la fin. Donc, qu'on conservera sur cette idée de la liberté associative, de prendre en compte toutes les formes d'engagement sur l'action, mais aussi peut-être de considérer les institutions environnementales dont nous sommes dotés comme un patrimoine commun qu'il faudrait peut-être aussi se mobiliser, non pas simplement pour les analyser, pour les questionner, mais aussi maintenant pour les protéger. C'est peut-être le moment dans lequel nous sommes. Donc on a sur le programme maintenant une pause café, c'est ça. Donc merci d'avoir tenu le temps à toutes et à tous, et pause café donc.